Le récit d'aujourd'hui porte sur David Ray Kahn, sa tragédie personnelle. Et surtout, nous allons parler des développements absurdes de l'enquête policière qui ont rapidement transformé David de victime en accusé de 3 meurtres. C'est une histoire récente, déjà avec tout le soutien de la technologie moderne, comme par exemple les tests acides désoxyribonucléiques, l'analyse de projection des taches de sang et tout ce qui compose les enquêtes policières les plus modernes des États-Unis. Un crime violent qui a coûté la vie à Kimberly Starr, Ray Kahn, 35 ans, Bradley, 7 ans et Jill, 5 ans. Et où la prétendue quête de justice a été menée par une étrange procédure judiciaire qui a entraîné David Kahn en enfer. Je suis Marcos Campos, bienvenue à Insolito. Avant de poursuivre, je vous invite à envisager de rejoindre notre club. Comme vous le savez, cela facilite grandement la maintenance de notre projet. Surtout pour que nous puissions continuer à produire des contenus indépendants pour vous, c'est entendu. Alors, avant de passer aux annonces, allons aux faits. Je vous laisse avec notre ami Kivia pour l'appel à l'action, puis je reviens avec le début de l'histoire. Salut tout le monde, je suis Kivia et je suis venue vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer les notifications, d'aimer, de commenter et de partager. Les messages sont passés, passons aux faits. Même si le concept de justice est très vaste, les histoires que nous présentons ici sur Insolito montrent la justice appliquée dans le cadre du droit pénal. C'est-à-dire aussi bien dans la punition des crimes que dans la protection des droits des victimes. Et cela est prévu dans tous les pays du monde qui promeuvent, de manière générale, la sécurité et l'intégrité de la société. Les professionnels et les entités impliquées dans l'application de cette justice doivent être guidés par l'égalité, l'impartialité et la légalité. L'égalité, c'est-à-dire que tous doivent avoir les mêmes droits, devoirs et opportunités. Et l'impartialité, c'est lorsque les jugements et les décisions sont basés uniquement sur la loi et les faits présentés. Et la légalité, où toutes les décisions doivent être conformes aux lois existantes et suivre les procédures légales établies. Cependant, faites très attention ici. Tout ce discours vient de la Rome antique. Il est parfait, mais comme certains le disent, en pratique, la théorie est différente. Voyons donc, chers abductés, la scène du crime de la famille. Le 28 septembre 2000 a été le pire jour de la vie de David Ray Kahn. C'est le jour où il est rentré chez lui, vers 9h30 du soir, et a trouvé sa femme, Kimberly, et ses 2 enfants, Bradley et Jill, morts par balle. Une scène décrite comme une exécution, dans laquelle les victimes avaient été surprises dans le garage de la maison, alors qu'elles étaient encore à l'intérieur de la voiture familiale. Kim était allongé sur le sol. Jill était sur la banquette arrière, encore attachée avec sa ceinture de sécurité. Et Bradley, recroquevillé là sur la banquette arrière de la voiture, comme s'il essayait de s'éloigner de l'agresseur. La mère et la fille ont reçu des balles dans la tête, tandis que le garçon a été touché au torse, sa colonne vertébrale sectionnée. C'est cela qui a fait que David Kahn, le père, en arrivant sur la scène du crime, a d'abord pensé que le garçon n'était pas mort. C'est pour cette raison que David a même pratiqué un massage cardiaque sur le petit Bradley. Là, sur le sol du garage, il tenta de sauver son fils. Le désespoir de comprendre ce qui se passait là, en particulier de faire quoi que ce soit qui pourrait sauver son fils, qui pouvait encore être en vie à ce moment-là, a poussé David Kahn à entrer dans le véhicule et, sans le vouloir, à déplacer le corps de sa femme. Et même à se salir avec son sang pendant le processus pour atteindre son fils et le sortir de là, de l'intérieur du véhicule. Tout cela a été un grand désordre, entre guillemets, qui a totalement contaminé la scène du crime. Cela a effacé les véritables indices de ce qui s'était passé là et a créé un gros problème pour David, qui plus tard s'est retrouvé au centre de l'enquête. Mais les détails médico-légaux, les faux comme les vrais, viendront un peu plus tard dans notre histoire. Ce qui est certain, c'est que le rapport officiel a conclu qu'aucune des 3 victimes n'a eu la possibilité de s'échapper ou de se défendre. Nous pouvons déjà vous dire que les problèmes conjugaux passés entre David et Kim ont également contribué aux analyses biaisées qui ont fait de David Kahn un suspect idéal, en puissance, en réalité un coupable, avant même le procès. Alors maintenant, les amis, découvrons ensemble les théories élaborées pour cette affaire.
Et je vous invite, mes talentueux détectives amateurs, à suivre cette histoire de très près. De nombreuses broyées aux fausses pistes ou de mauvaises interprétations ont entravé l'enquête sur les meurtres. Et bien sûr, la police a pris en compte le fait que, bien souvent, le criminel cruel se cache au sein même de la famille victime du crime. C'est pourquoi dit en quelque sorte, naturellement, David était la personne d'intérêt dans cette enquête. Des indices et des pistes trouvés dans la maison ont permis d'élaborer une première théorie selon laquelle David Kane était allé jouer au basket avec quelques amis d'une église locale. Et cela afin de lui créer un alibi. Selon cette théorie, lorsqu'il est rentré chez lui après ce fameux match, il a tiré sur sa famille. Il a partiellement nettoyé les lieux et ce n'est qu'ensuite qu'il a appelé le poste de police d'État de Sélesbourg pour demander de l'aide. Et juste pour que vous sachiez, Sélesbourg était jusqu'alors une charmante, inconnue et paisible petite ville de l'intérieur de l'Indiana, avec à peine 6000 habitants. Franchement, à peine 1500 personnes. Le chaos dans l'affaire criminelle a commencé lorsqu'un certain Rob Stitz, qui n'était qu'un simple photographe de scène de crime, a été considéré par la police comme un analyste des projections de sang. Ça rappelle un peu Dexter Morgan, même si, d'après la description donnée par les sources de l'affaire, c'est quelque chose qui aurait été établi par la police elle-même. Ce type ressemble plutôt à, comment il s'appelle déjà, cet oriental qui est... Il fait partie de l'équipe de Dexter dans l'enquête Mazuka. Mazuka, je crois que c'est ça, celui qui est vraiment maladroit, non? Dexter est un vrai expert, non? Très bien, Rob, ce fameux Rob. Il a affirmé à la police qu'un nettoyage avait été effectué sur la scène du crime. Il y avait des éclaboussures de sang sur la chemise que David portait et seulement ces taches étaient le résultat d'un impact à grande vitesse. C'est-à-dire aucune trace de transfert par contact. Il aurait donc dû être sur la scène du crime lors des coups de feu. Une autre preuve accablante était un appel téléphonique passé depuis la résidence à 19h19 le soir du meurtre. À une heure où David était censé être dehors, en train de jouer au basket avec ses amis de l'église. Enfin, la motivation serait passionnelle étant donné l'historique d'infidélité de David. Autrement dit, il voulait peut-être simplement se débarrasser de sa famille pour refaire sa vie avec une autre femme. Donc en résumé, la police de Sélesbourg savait que la méchanceté existe et que parfois elle se cache, puis elle explose juste devant nous. Donc David n'a pas été considéré comme suspect et quelques jours plus tard, il a été arrêté. Après la première théorie est venue la seconde théorie du crime. La police s'est vue obligée de modifier un peu sa théorie sur la commission de ce crime. Car les rapports du médecin légiste ont attesté avec précision l'heure des décès. Et elles avaient eu lieu plus d'une heure avant ce que l'on pensait. Et dans ce cas, David Kane avait désormais un alibi assez solide. C'était justement ce fameux match de basket, lorsque 11 témoins ont déclaré à la police que David était avec eux en train de jouer depuis 19h jusqu'après 21h. Ainsi, la théorie des enquêteurs s'est appuyée sur la possibilité que l'homme soit sorti discrètement pendant le match de basket. Imaginez, sans que ses amis ne s'en rendent compte, il serait allé jusqu'à sa résidence, aurait commis ces meurtres terribles, puis serait revenu sans être remarqué. Comme il s'agissait d'un petit groupe, il semble un peu difficile que cela ait pu se produire. En fait, tout le monde là-bas était très proche ou surveillait ses amis. Ce n'était pas une fête avec des centaines de personnes pour que personne ne remarque le départ discret de David. D'accord, des crimes comme ça ont sûrement déjà dû arriver, non? Avoir été commis de cette manière, mais dans ce cas-là, ça ne semble pas très plausible. À moins que les 11 amis de David aient tous été avec lui pour commettre ce crime barbare. Au début, nous pensions que non, mais il existe encore une troisième théorie du crime. La troisième théorie impliquait le témoignage de Charles Bonnet. Ce Charles était une ordure d'être humain, avec plusieurs antécédents auprès de la police et une longue liste de crimes et d'agressions contre des femmes. Ce n'est qu'en 2004 que son acide désoxyribonucléique a été retrouvé sur un sweatshirt qui était tombé par terre dans le garage de la famille Kane. Ainsi, il a été relié tardivement au crime.
Bien sûr, tout cela était circonstanciel, mais oui, il aurait pu être un criminel plausible dans cette histoire. Mais Charles Bonnet, après une série d'aveux confus sur la raison pour laquelle il se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a inventé une version dans laquelle David Kahn était impliqué jusqu'au cou et restait le tireur de sa propre famille. C'était la troisième théorie du crime dans laquelle Charles, qui était un criminel, comme nous l'avons déjà vu, serait allé chez la famille Kahn, dans le seul but de vendre une arme à David. Il est à noter que cette supposée rencontre entre les deux hommes avait été arrangée de vive voix, sans aucune preuve d'enregistrement téléphonique, par exemple, entre eux. Le 28 septembre 2000, selon lui, Charles est arrivé chez la famille de David avec l'arme cachée dans son sweatshirt gris. Ce vêtement a ensuite été retrouvé abandonné sur la scène du crime. Ensuite, Madame Kim est arrivée, donc Kimberly n'est pas venue en voiture avec elle. Elle était au volant de la voiture, qui était un SUV Ford, et qui a été garée là dans le garage. David s'est approché de la voiture de sa femme et a tiré plusieurs coups de feu. Après cela, il se serait alors dirigé vers Charles Bonnet, qui restait là en tant qu'observateur innocent. Il aurait alors accusé David d'être le responsable du crime, toujours selon cette histoire racontée par Charles lui-même. Après les coups de feu tirés, l'arme s'est enrayée ou était à court de munitions. Alors, à ce moment-là, Charles s'est enfui de David Kahn qui, selon lui, essayait de le poursuivre, arme à la main. Ensuite, il serait alors entré dans la maison de David et serait revenu au garage. C'est alors que Charles a trébuché et est tombé sur les chaussures de Kim qui étaient hors de ses pieds sur le sol du garage. C'est pourquoi Charles Bonnet a affirmé qu'il avait pris les chaussures et les avait posées là, sur la voiture. Il a même eu le temps de se pencher sur la voiture et de vérifier si les enfants, c'est-à-dire Brad et Jill, qui étaient à l'intérieur du véhicule, étaient vivants ou morts. Ce récit était une tentative évidente de Charles Bonnet de relier plusieurs éléments non résolus de l'enquête qui le désignaient comme le tireur. Et de cette manière, il essayait d'expliquer comment l'arme qu'il tenait dans sa main avait fini par être retrouvée dans le véhicule, et la raison de cet emplacement étrange. Les amis, je précise ici pour vous que, en dehors des paroles de Charles Bonnet, aucune preuve supplémentaire n'a été retrouvée qui puisse confirmer cette version et, ainsi, relier les deux hommes ou accuser David Kahn de la mort de sa famille. Eh bien, comme vous l'avez vu, on est à la moitié de l'affaire et tout ça est vraiment compliqué, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pistes là. Apparemment, David Kahn. En entendant une telle histoire, on pense d'abord que c'est impossible. Un père de famille, avec 2 enfants de 5 et 7 ans, aurait-il le courage de faire cela? Assassiner sa femme, même s'il y avait ce passé où ils se disputaient, à cause de supposées trahisons. Tout cela repose sur les théories d'enquête, d'accord? Même ainsi, le gars devait-il tuer ses 2 jeunes enfants pour se débarrasser de sa femme et continuer sa vie? Ça s'est déjà produit, malheureusement, ça s'est produit plusieurs fois, mais on se met toujours dans la position de se dire « ce n'est pas possible ». Mais alors, présentons ici les contre-preuves de cette affaire. Je ne sais pas pour vous, mais ici, à ce stade de la compétition, nous avons pensé que la présence de Charles Bonnet, un bandit déjà vu sur la scène du crime et au casier judiciaire chargé, n'est-ce pas? C'est un vrai déchet. Donc, en incluant l'aveu que l'arme lui appartenait, c'était parfait pour nous. Nous pensions ici que cette histoire, à partir de là, allait se concentrer sur ce fameux Charles. Mais cela ne s'est pas produit. Les témoignages des témoins à charge ont été fermes en affirmant que Kim, Brad et Jill étaient encore en vie. Et à la piscine jusqu'à 19h15, c'est-à-dire 19h15, donc supposé, les coups de feu juste après 19h n'étaient pas fondés. L'estimation de l'heure de la mort, comme confirmé par le médecin légiste, plaçait les crimes vers 20h30. David le mari avait un alibi. Il jouait au basket avec ses amis, non? Bien que les accusations d'infidélité soient irréelles, cela ne faisait pas du veuf et père en deuil un meurtrier probable. L'appel téléphonique, passé depuis la maison à une heure qui ne correspondait pas au récit de David en tant qu'innocent, pouvait s'expliquer par une simple confusion de la part de la compagnie de téléphone. Une erreur causée par les fuseaux horaires compliqués là-bas dans l'Indiana, les fuseaux horaires. Et oui, c'est déroutant.
En vérifiant rapidement sur le web, l'État de l'Indiana a 2 fuseaux horaires, ce qui est utilisé par des chaînes YouTube, des télévisions, etc. C'est l'heure d'Indianapolis. Donc, l'appel téléphonique passé par David avait vraiment été effectué à 18h et 19h avant qu'il ne sorte jouer au basket là-bas avec ses amis. Et non pas à un moment où l'assassin se serait trouvé dans la maison de la famille, qu'aime très bien. Le nettoyage de la scène du crime et le sang sur la chemise de David ont aussi été remis en cause. On a découvert par la suite qu'il n'y avait en fait aucun nettoyage de la scène du crime, mais simplement la séparation habituelle du sang. Exposé à l'air, il sèche après un moment. Sur les vêtements de David, certaines taches ont été identifiées par le photographe et pseudo-spécialiste du sang. Vous vous souvenez au début de l'histoire? Eh bien, ce n'étaient pas des éclaboussures d'impact à grande vitesse. Bien loin de là, Rob Stitz a commis des erreurs, personnellement. Il a fait de mauvaises interprétations et cela a gravement compromis le processus d'enquête et criminel. Et ici, pour être juste, même Mazuka, là dans la série Dexter, ne faisait pas ça. Mais il le faisait. Quel gâchis de la part de cette police de laisser le photographe de la scène de crime faire une analyse médico-légale des taches de sang. Tu vois ça? Pour les enquêteurs, l'acide désoxyribonucléique étranger retrouvé sur le sweatshirt trouvé sur la scène du crime, au début, n'a rien donné. Aucune correspondance n'a été trouvée entre cet acide désoxyribonucléique et les bases de données. Mais c'était celui de Charles et d'une autre personne dont nous allons vous parler, un certain Charles. Bonnet a admis avoir placé les chaussures de Kim sur le véhicule. Mais il a nié que cela ait un rapport avec les épisodes précédents d'agression contre d'autres femmes et avec son fétichisme des pieds. Toute cette histoire devient vraiment étrange, n'est-ce pas? Bien, avec tout ce que je viens de vous raconter, nous allons passer au jugement. L'affaire a été jugée pour la première fois au printemps 2002 avec les éclaboussures de sang comme principale preuve médico-légale contre David Kent, le veuf. Les problèmes dans le mariage et ses escapades seraient représentés comme la motivation des crimes. L'accusation a également soutenu que les taches de sang sur la chemise de David Kent étaient le résultat d'une éclaboussure d'impact à grande vitesse, prouvant qu'il était le tireur. Même si des experts engagés par la défense affirmaient que le motif avait été causé par le transfert du sang. Au moment où la chemise de l'homme est entrée en contact avec les cheveux ensanglantés de Gilles, à l'intérieur du véhicule, pendant qu'il sortait son fils pour essayer de le sauver. Vous vous souvenez de cet épisode quand il est arrivé et a été témoin de cette scène terrible? Il est monté dans la voiture pour récupérer le petit garçon recroquevillé derrière le siège. Très bien. Bart Epstein, un analyste des taches de sang interrogé par la défense, a affirmé que cela a beaucoup d'importance. Non seulement dans les différents types de taches de projection de sang, mais aussi dans le nombre, c'est-à-dire dans la quantité de taches. Il a dit ceci: le tir va produire des centaines de taches tout autour. Je n'ai jamais vu, et les autres experts, de l'accusation comme de la défense, ont aussi dit n'avoir jamais vu seulement 7 ou 8 petites taches après un tir. Nous n'avons jamais vu cela. Lors des tests, Epstein, ce spécialiste-là, et un autre analyste de sang ont démontré comment les taches de sang auraient pu se retrouver sur la chemise de David à partir des cheveux d'une personne contenant du sang. Des motifs similaires à ceux de la chemise de David Kent ont été reproduits là-bas. Cependant, le jury et le juge n'ont pas été convaincus et David a été condamné pour les 3 meurtres. Alors, en août 2004, environ 2 ans plus tard, la Cour d'appel de l'Indiana a annulé la condamnation. Le tribunal a relevé l'erreur du juge de première instance ayant autorisé le témoignage d'une douzaine de femmes, qui ont affirmé avoir eu d'ailleurs des relations avec David Kent ou avoir reçu des avances de sa part. Ainsi, la construction de ce profil de personne volage et déloyale, infidèle à son épouse et à son mariage, a fini par influencer le jury à considérer David comme capable de tuer. Dans ce cas, le procès de 2002 n'aurait pas été impartial. Et c'est pourquoi nous allons donc passer à un deuxième suspect. Nous étions déjà en novembre 2004. Le procureur Keith Henderson a réintroduit des accusations contre David Kent, ce qui lui donnait le droit à un second procès, censé être plus équitable cette fois-ci.
Début 2005, la défense a demandé une nouvelle analyse par le CODES de l'acide désoxyribonucléique de 2 inconnus retrouvés sur le sweatshirt de la scène du crime. C'est cette base de données de criminels dont j'ai déjà parlé ici plusieurs fois, n'est-ce pas? Dans d'autres affaires du Canal BOM, les avocats de la défense ont affirmé que le parquet avait refusé de le faire jusqu'à ce qu'une ordonnance du tribunal soit émise. Une correspondance a été trouvée pour l'acide désoxyribonucléique masculin. Et il s'est avéré que cet échantillon d'acide désoxyribonucléique en particulier n'avait jamais été analysé. Avant le premier procès, malgré les assurances du procureur que l'échantillon avait été analysé et qu'aucune correspondance n'avait été trouvée, c'était donc un gros mensonge du procureur, pas un simple oubli ou une défaillance du système. Charles Bonnet, un criminel condamné de la ville voisine de New Albany, a été identifié comme le propriétaire du sweatshirt. Et on a déjà beaucoup parlé de ce crétin ici, n'est-ce pas? Il était en liberté conditionnelle au moment du crime, ayant déjà été condamné pour une série d'agressions à main armée contre là. Pour des femmes, plusieurs d'entre eux impliquant le vol de chaussures. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de la chaussure de Kimberly, n'est-ce pas? Très bien. La dernière attaque avait été un violent braquage à main armée, avec une tentative d'enlèvement de 3 femmes sous la menace d'une arme. Dans certains cas, il y avait des indices de harcèlement. Certaines des victimes précédentes de Bonnet ont rapporté avoir reçu des appels téléphoniques de harcèlement pendant plusieurs mois avant les attaques. La voix masculine demandait ce que les victimes portaient et si elles portaient des chaussures. Il avait déjà admis à la police qu'il avait un fétichisme des pieds, un détail qu'il a ensuite évoqué avec plusieurs médias, y compris. Ce détail était crucial pour la défense de David, car les chaussures de Kimberly Ken avaient été enlevées et alignées près du véhicule. Et cela au milieu d'une scène de crime désordonnée et surtout sans même troublante, n'est-ce pas? Tu commences à relier les points. Selon le rapport du médecin légiste, Kim présentait une série d'hématomes et d'écorchures sur la partie supérieure des 2 pieds. Cela pourrait être lié à la lutte où son assassin lui a enlevé ses chaussures. Mais Charles Bonnet a nié toute implication dans l'affaire, affirmant qu'il avait donné un sweatshirt à des œuvres de charité. Donc, n'importe qui aurait pu laisser le vêtement sur les lieux. Il a donc été innocenté en tant que suspect. 2 semaines plus tard, son empreinte palmaire a été trouvée dans le véhicule de Kim. Et maintenant, il a donc été arrêté. L'autre échantillon d'acide désoxyribonucléique a ensuite été identifié comme appartenant à Malasain Mattingly, sa petite amie de l'époque, et clairement une complice dans la vie criminelle de la famille, surtout de la famille Ken Janté, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mais les sources de l'affaire précisent ici que Stan Faith, le procureur qui a accusé le veuf David Ken lors du premier procès, était en même temps, tenez-vous bien, l'avocat de Charles Bonnet. Et oui, un énorme conflit d'intérêts à partir du moment où les 2 hommes étaient impliqués dans le même crime. Je ne connais pas la loi américaine, mais même ici au Brésil, c'est un cas de... Je ne me souviens plus si c'est de la suspicion ou il y a un autre terme pour ça. Lorsqu'un agent public doit se déclarer suspect, il ne peut intervenir dans une telle affaire. Jamais. Procureur, avocat de l'autre suspect. C'est vraiment surréaliste. Ce fameux docteur Stan Faith a dit que les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. D'accord? Quoi? Lors du premier procès, le nom de Charles n'était pas encore apparu. Bien sûr, l'avocat a totalement perdu sa crédibilité, mais il a déclaré ceci. « Je regrette, je suis profondément désolé, mais le mythe qui grandit à partir de cela est faux. C'est totalement faux, non? Tu ignorais que ce type était aussi impliqué. Tu te souviens qu'il y avait plusieurs pistes d'enquête là-bas, mais son client n'était impliqué dans aucune, n'est-ce pas? Aïe, 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 docteur. Après que l'acide désoxyribonucléique de Malasaï Maitlegli, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Son nom a été identifié, n'est-ce pas? Elle a été interrogée sur ses connaissances concernant le crime. La petite amie de Charles Bonnet se souvenait que, cette nuit-là, il était rentré à la maison après minuit. Le gars avait l'air assez tendu. Il avait des blessures aux mains et son genou était aussi un peu blessé. Et ce jour-là, il portait une arme avec lui. Le lendemain, il a suivi la couverture du crime dans les journaux. Rappelons que la communauté ne comptait que 6000 habitants.
Bien sûr, nous savons que plus tard, le sang des victimes a été retrouvé sur sa chemise, etc. Il était vraiment intéressé par ce qui allait se passer, hein, c'est l'histoire. Parlons du second procès, d'accord? Après l'arrestation de Charles Bonnet, en 2005, lorsque le deuxième procès de David Kemp a eu lieu, Charles a été accusé d'avoir commis le crime avec lui. Il y aurait donc deux conspirateurs dans l'assassinat de Kim et de leurs deux enfants. Bonnet a d'abord été jugé, condamné et condamné à 225 ans de prison. Le procès de David Kemp a commencé le 17 janvier 2006, lorsque son passé moralement douteux n'a pas été pris en compte dans le procès. Mais au-delà des morts et de la quête de justice pour les victimes, autre chose se passait dans la salle d'audience. Les avocats impliqués, c'est-à-dire le nouveau procureur du comté et Stan Fate, ancien procureur et actuel avocat de la défense de Charles, étaient engagés dans une rivalité personnelle pour le succès et la reconnaissance. Ainsi, un peu sorti de nulle part, l'accusation a avancé l'hypothèse que Kemp aurait commis le crime pour cacher le fait qu'il était un abuseur et qu'il violait sa petite fille, Jill, âgée de 5 ans. Dans ce cas, la mort de l'épouse et des enfants était la manière choisie pour lui, un policier, de se sauver de ce crime qui, d'une manière ou d'une autre, finirait par être découvert. Eh bien, abducté, moi aussi je suis comme ça. C'est bouquin est ouvert, comme j'imagine que vous devez l'être de l'autre côté. Une affaire assez lourde, n'est-ce pas? Il suffit de penser aux familles et aux amis qui ont souffert des angoisses et peut-être des incertitudes de ces jours de procès. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme preuve, on a présenté la présence d'une seule lésion due à un traumatisme contondant sur les parties génitales de la fillette, selon le rapport du médecin légiste. Cependant, un médecin légiste de la défense a contesté la théorie selon laquelle la blessure résultait d'un abus intime. Et je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais la petite était attachée dans son siège auto, là sur la banquette arrière. L'enfant avait sur le corps de nombreuses autres lésions dues à un traumatisme contondant. Il s'agissait de blessures subies lorsqu'elle a été touchée pendant l'attaque fatale. Rappelons que le traumatisme contondant fermé est généralement le résultat de l'impact du corps contre une surface, un coup, disons. C'est l'opposé du traumatisme ouvert, c'est-à-dire pénétrant, lorsqu'une lésion permanente se produit à cet endroit par le passage d'un objet à travers le corps. Par exemple, un couteau ou une balle. Eh bien, après de nombreuses informations, lors de ce deuxième procès, il a été condamné une seconde fois, c'est-à-dire David. La peine a été prononcée après 60 jours. Et la surprise, c'est que la sentence a été la prison à perpétuité sans liberté conditionnelle. Ken a fait appel soutenant que les allégations de violence physique intime étaient préjudiciables, n'est-ce pas? Et le manque de preuves le reliant aux blessures subies par sa fille. La Cour suprême de l'Indiana a accordé un second renversement, affirmant qu'il manquait des preuves compétentes pour établir que l'accusé avait molesté l'enfant. Ce qui est un peu étrange, non? Parce qu'il discutait uniquement de la motivation supposée du crime. Mais il était déjà clair depuis 2 ans qu'il n'aurait pas pu commettre les meurtres cette nuit-là. Et alors, Abduzidos, nous passons au troisième procès. Oh! Le motif évoqué par l'accusation au troisième procès était donc l'argent. Car les enquêtes ont également révélé que la mort de la famille de David lui apporterait des avantages financiers. L'argent proviendrait des assurances-vie souscrites là-bas, non? Lors de ce troisième procès, Charles Bonin, déjà condamné, a pour la première fois témoigné contre David, l'accusant de l'avoir attiré chez lui, avant de tirer sur sa propre famille, puis de retourner l'arme contre lui. Nous l'avons déjà mentionné. Au cours de ce procès, des preuves acides désoxyribonucléiques de Charles ont été retrouvées à de nombreux endroits différents sur les vêtements des victimes, indiquant une lutte physique entre lui et Kimberly. Et dans ce cas, avec autant d'acide désoxyribonucléique du criminel sur la scène et les victimes, il était totalement improbable que David Ken soit le tireur ou qu'il ait été impliqué, même de loin, dans les homicides de la famille. Quoi qu'il en soit, une stratégie du juge voulait présenter David Ken comme une sorte de commanditaire ou d'instigateur des crimes. Il risquait d'être jugé exactement comme lors de la deuxième fois. Et ici, mec, en regardant tout cela de l'extérieur, on a l'impression que tout ce processus, cette enquête, était contaminé par un certain jugement de valeur, non? Peut-être parce qu'il a été prouvé que le gars trompait sa femme.
Ensuite, les mecs ont tout confondu et ont jugé personnellement. Alors qu'ils auraient dû, comme cela y a été dit dans l'introduction de cet épisode, se baser uniquement sur les questions de légalité et d'impartialité, n'est-ce pas? Mais enfin, continuons. Pour les avocats de la défense de David, c'est comme si le tribunal personnel n'accordait pas d'importance au processus logique en lui-même et attendait seulement le moment de condamner l'accusé. Toute motivation ferait excuse. Infidélité, abus sur enfant, fraude à l'assurance vie. Le thème de la... On dirait qu'il cherchait vraiment, n'est-ce pas? Le thème des tâches, des éclaboussures de sang a été rediscuté jusqu'à l'épuisement. Comme s'il y avait une tentative continue de faire oublier à la communauté les vérités déjà prouvées et de relancer des doutes techniques et criminels. Et tu sais à quoi ça ressemble vraiment? Un scénario qui aurait pu faire un bon film, mais qui est devenu une très mauvaise mini-série, revenant sans cesse sur le même sujet. Mais c'était la vraie vie, la vie de David Reckan. Finalement, le 24 octobre 2013, exactement. 13 ans après les crimes, le tribunal du jury a finalement déclaré David innocent de toutes les accusations. Ses avocats ont déclaré qu'il voulait maintenant obtenir justice et même vengeance pour lui-même. Car cette partie du procès sur les morts de Kim, Brad et Jill était déjà réglée, non? Et Charles Bonnet payait pour la mort de ces personnes, David Kahn. Alors, il a décidé de poursuivre l'État et de demander 30 millions de dollars d'indemnisation pour les erreurs qui l'ont affecté. Et pour les 13 années qu'il a passées en prison, entre sa détention préventive et toute la procédure, la réaction de la communauté a été partagée. Beaucoup avaient suivi pas à pas ce feuilleton interminable et croyaient en sa culpabilité. Même avec la présentation de faits, de témoins et de preuves qui ont démontré que David était un veuf et un père qui n'avait même pas réussi à faire le deuil de sa famille assassinée, David Reckan était aussi une victime. Cependant, des voisins et des personnes intéressées par le crime ont déclaré publiquement qu'ils étaient complètement choqués par la liberté de David, qu'il ne devrait pas être hors de prison. Eh bien, c'est cette histoire de commérage, n'est-ce pas? On dit que j'ai entendu dire, vous savez, toute cette histoire que les gens entendent. Ils ne lisent que le titre, ne suivent pas tous les détails de ce qui s'est passé et commencent à dire n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est très dangereux. L'affaire du crime de la famille Kahn a attiré beaucoup d'attention de la part des groupes de défense contre les condamnations injustes, comme notre bien connu ici Innocence Project. N'est-ce pas, hein? Au cours de ces 13 années, des journalistes, des jurés et des policiers ont eu l'occasion d'exprimer leurs opinions respectives sur ce qui s'est passé. Il semble que l'attention est surtout portée sur l'implication possible de David plutôt que sur le crime ou les 3 morts. C'était comme si les gens voulaient que ce soit la vérité et ils n'étaient donc pas satisfaits d'une autre réponse. Le coût total de la procédure, expertise et détention incluses, a dépassé 4 millions de dollars, des millions. De l'argent collecté grâce aux impôts des contribuables et qui aurait pu être bien mieux utilisé. Si ce n'était pas ce gâchis qui frôle la farce, n'est-ce pas? Non? Ceux qui ont tiré profit de l'affaire, largement médiatisée, ce sont les chaînes de télévision et ensuite les médias dans leur ensemble. En janvier 2014, Dateline de National Broadcasting Company a diffusé un spécial de 2 heures intitulé « Mystère sur Lockhart Road ». L'affaire a été évoquée 3 fois dans l'émission 48 heures de CBS. 2 livres ont été écrits sur l'affaire. Une nuit mortelle, publié en 2005, et À la recherche de la justice, publié en 2013. Un chapitre du livre de Jan Wallace Mitchell, Les secrets peuvent être meurtriers, le tueur d'à côté. Plusieurs chaînes YouTube internationales se sont aussi intéressées à cette histoire. Ce que nous pouvons peut-être encore ajouter ici, c'est que la répercussion a impliqué de nombreux niveaux du système policier et judiciaire de l'Indiana, en raison de l'incompétence du technicien et des techniciens médico-légaux. Et le parjure au tribunal, affirmant des mensonges sur l'analyse des preuves, ainsi que la falsification de preuves matérielles. En particulier le téléphone portable de la défunte Kim Kahn. L'appareil a disparu de la salle d'épreuve, puis a réapparu totalement propre, sans empreinte digitale. Un parent éloigné du meurtrier, Charles Bonnet, travaillait comme policier, et cet acte lui a été attribué, mais il n'a pas été tenu légalement responsable de tout cela.
Vous avez compris, les gars? Le meurtrier avait un parent policier. Tous pensaient que c'était lui qui avait pris le téléphone et était revenu sur place. Il y a même eu un procès pour diffamation entre les jurés. Et encore quelques histoires assez embarrassantes. Des témoins encore auraient été menacés par le procureur, qui était aussi l'avocat du meurtrier. Et ainsi de suite. Le témoignage frauduleux du soi-disant expert en traces de sang, le photographe, ainsi que la tentative de coercition du procureur, présenté dans un livre médico-légal intitulé En évaluant la loi et la culture médico-légale dans le contexte de la mauvaise conduite de l'examinateur. En concluant cette partie de l'histoire, il faut préciser que David Kahn a été recruté par une organisation nationale à but non lucratif qui mène des enquêtes de défense pénale pour des personnes présumées innocentes. Et vous pensez que c'est fini? Non, David n'est pas sorti de l'œil du cyclone, car même s'il a été acquitté au pénal, il a dû faire face à une procédure civile intentée par les parents de sa défunte épouse, concernant les quelques 625 000 $ que Kahn devait recevoir de l'assurance vie et de certains fonds d'investissement. Les beaux-parents de David, le couple Frank et Janice Ray, croyaient fermement en sa culpabilité. Et ils ont œuvré pour empêcher qu'il ne bénéficie d'aucune somme d'argent provenant de la mort de leur fille, la mère de leurs petits-enfants. Dans le cadre de ce procès contre l'État de l'Indiana, d'un montant de 30 millions de dollars, David a conclu un accord pour seulement 450 000 $. Et en janvier 2018, la juge Tanya Walton a rejeté l'action en justice pour droit civil de David contre la police de l'État de l'Indiana, des procureurs et d'autres fonctionnaires. Dans cette affaire, le tribunal a expliqué qu'il estimait qu'il y avait des raisons probables d'inculper Kahn de meurtre. Autrement dit, ils l'ont simplement fait. Le 10 septembre 2019, la Cour d'appel des États-Unis a rendu un avis partiellement favorable à David concernant cette affaire de fausse arrestation qu'il a subie. Un accord a été annoncé le 28 avril 2022. Beaucoup d'autres ont tiré profit de l'affaire, comme par exemple Gary Hamden, qui a publié en 2022 son livre « Leurs mensonges sanglants et la persécution de David Kahn ». Gary est un ex-agent du FBI, un chercheur qui a travaillé sur l'affaire et qui a ensuite détaillé comment deux groupes d'enquêteurs sont arrivés à des conclusions erronées puis totalement fausses. Aidé par un faux expert en traces de sang et un soi-disant spécialiste de la scène de crime, tout cela sous la direction d'un procureur véreux. Dexter Morgan aurait-il honte de ces types-là? Il a également été souligné que Charles Bonnet, le criminel tristement célèbre, connu sous le nom de bandit des chaussures, avait été libéré de prison quelques semaines avant les meurtres. Il avait passé près de 10 ans en prison pour des agressions contre des femmes, mais cela a peu compté lors du procès. En revanche, David Ray Kahn, un policier condamné de l'Indiana, a été très rapidement accusé des meurtres de sa famille. Cela sur la base de preuves discutables, et tout ce qui jouait en sa faveur a été ignoré. Une histoire incroyablement absurde étendue, n'est-ce pas, les amis? Plongé dans ce récit débuté en septembre 2001, je vous suggère même de rembobiner cette vidéo jusqu'au début et de la regarder encore une fois avant de la rendre au vidéoclub. Allez les amis, j'espère que vous avez apprécié notre travail d'aujourd'hui. Moi je suis comme ça avec cette histoire. Salut! Plus qu'insolite, plus que surréaliste, c'est ça. Laissez votre commentaire, vérifiez votre abonnement à la chaîne, rejoignez notre club de membres et suivez-moi sur Instagram. Il a volé l'insolite. Un bisou de Vivo et à bientôt pour le prochain épisode.